En avril 1945, l'armée militaire de l'Union soviétique, on est mieux connue sous le nom de l'armée rouge, a commencé à attaquer Berlin depuis l'Est, le Sud et le Nord. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, Berlin a été utilisé comme base du Troisième Reich et à ce titre, sa capture par les Alliés était d'une importance capitale. Plus d'1,5 million de soldats de l'armée rouge ont participé à l'assaut et leurs dirigeants étaient impitoyables, prêts à faire face à d'énormes pertes si cela signifiait infliger autant de dégâts que possible à l'Allemagne nazie. Les pertes qui ont résulté de cette bataille finale étaient énormes. Plus de 81 000 soldats soviétiques ont été tués, tandis que les chercheurs ont observé qu'autant que 100 000 soldats et 125 000 civils ont été tués pendant le conflit. Bien qu'Hitler ait pris sa propre vie le 30 avril, la bataille de Berlin a continué jusqu'au début de mai et est considérée comme l'un des combats les plus éprouvants de la Seconde Guerre mondiale dans son ensemble. Bienvenue à Wars of the World. 1945, l'armée rouge était, selon tous les comptes, grande, efficace et puissante. Au cours des dernières années, les soviétiques avaient rassemblé et produit des munitions, des armes et d'autres fournitures nécessaires pour repousser les Allemands. Ils étaient équipés de chars T-34 et Joseph Staline, qui étaient considérés comme supérieurs à ceux que les Allemands utilisaient et étaient de faciles à entretenir et à utiliser. Ils profitaient souvent de la façon dont les autres pays sous-estimaient leurs compétences et mettaient en œuvre des tactiques qui prenaient leurs ennemis au dépourvu. Notamment, leur artillerie et blindage surpassaient largement ceux de la Wehrmacht. Mais même si les services de renseignement allemands étaient au courant de cela, Adolf Hitler aurait été très dédaigneux du pouvoir soviétique et aurait affirmé que la force du pays était, je cite, « la plus grande imposture depuis Gengis Khan ». Fin de citation. Le début de l'année a été chargé pour les soviétiques qui cherchaient à se venger de l'Allemagne nazie après l'invasion de l'Union soviétique en 1941. Le 12e janvier, ils ont mené l'offensive de la Vistule-Oder, qui a vu l'armée rouge avancer vers plusieurs zones tenues par les Allemands comme Cracovie et Varsovie en Pologne. Les soviétiques ont réussi à capturer ces villes, ainsi que celle de Poznań, et leurs forces étaient largement supérieures à celles des Allemands, forçant les dirigeants nazis à fuir des camps de concentration locaux après avoir envoyé des prisonniers sur des marches de la mort. Après 2 semaines, l'armée rouge s'est arrêtée lorsqu'elle était à environ 43 miles de Berlin. Un dirigeant soviétique a arrêté le groupe suite à des difficultés rencontrées lors d'affrontements contre les troupes allemandes près de la Poméranie. L'armée rouge a par la suite combattu le groupe d'armée Vistule, une unité de la Wehrmacht formée le 24 janvier en réponse aux actions des soviétiques. Le groupe d'armée Vistule a lancé l'opération Solstice, une offensive qui a finalement échoué, en partie parce que le renseignement militaire soviétique a été informé de l'attaque et en partie parce que l'assaut avait été planifié à la hâte. Bien que l'opération Solstice n'ait pas réussi dans ses objectifs, elle a pu contraindre les soviétiques à retarder leur attaque sur Berlin, qui était sans défense à l'époque. L'armée rouge était également préoccupée par le siège de Budapest, qui a commencé le 29 décembre 1944. L'attaque de 50 jours a vu les soviétiques, assistés par les forces roumaines, encercler la ville. Lors de cette opération, la Hongrie avait subi des pertes dévastatrices durant la guerre. Près de 200 000 personnes ont été tuées lors d'altercations avec l'armée rouge au fil des années et pendant le siège de Budapest, 38 000 autres civils sont morts, principalement à cause de la famine et des exécutions de masse de citoyens juifs par les nationalistes d'extrême droite du parti de la Croix fléchée. La reddition finale de Budapest, le 13 février 1945, a été considérée comme une énorme victoire pour les Alliés. La dernière offensive majeure des Allemands pendant la guerre a été l'opération Réveil du printemps, qui a commencé le 6 mars et visait à protéger et sécuriser plusieurs réserves de pétrole importantes, ainsi qu'à empêcher l'armée rouge de progresser sur Vienne. Mais à ce stade du conflit, l'armée allemande s'était épuisée et l'offensive a finalement échoué. Le 15 mars, les soldats allemands avaient décalé alors qu'ils se dirigeaient vers leurs différents emplacements et le lendemain, l'armée rouge, les forces bulgares et les membres de la résistance autrichienne ont avancé vers Vienne et ont lancé une offensive pour capturer la ville. Ils ont réussi à le faire le 13 avril. Le dirigeant de l'Union soviétique, Joseph Staline, cherchait à capturer la capitale de l'Allemagne nazie avant que les alliés occidentaux ne le fassent. Alors que l'armée rouge se préparait à prendre la ville, les Américains ont traversé le Rhin, amenant Staline à accélérer ses plans.
Il a efficacement opposé ses deux meilleurs commandants, le maréchal Georgi Zhukov et le maréchal Ivan Konev, l'un contre l'autre, divisant l'opération entre eux, tous deux désireux d'être les premiers à capturer Berlin. On dit souvent que la raison de la précipitation de Staline à capturer la ville est qu'il ne faisait pas confiance aux alliés occidentaux et qu'il voulait que les soviétiques soient ceux qui mettent fin à la guerre. Mais le célèbre historien militaire britannique Anthony Beevor a dit à la British Broadcasting Corporation que, tout en fouillant des milliers de documents soviétiques, il a découvert que Staline était également très désireux d'atteindre l'Institut Kaiser Wilhelm, le centre allemand de recherche nucléaire, car le propre programme nucléaire soviétique était à la traîne par rapport à ceux de l'Allemagne et des États-Unis. Les troupes qui ont été envoyées pour sécuriser le centre ont finalement trouvé 3 tonnes d'oxyde d'uranium, ce qui était suffisant pour lancer l'opération Borodino des Soviétiques, le nom donné à leur programme nucléaire, et pour commencer à construire leur première arme nucléaire. Cependant, ils n'auraient pas trouvé beaucoup plus que cela, car la grande majorité des fournitures et des scientifiques eux-mêmes qui travaillaient à l'Institut avaient été envoyés à la ville de Haigerloch bien avant le début de la bataille de Berlin. En Allemagne, pendant ce temps, le général Gotthard Heinrichi a été nommé commandant en chef du groupe d'armée Vistula. Heinrichi est considéré comme l'un des meilleurs tacticiens défensifs de toute l'armée allemande et il a été appelé à défendre Berlin et à empêcher qu'elle ne tombe entre les mains des puissances alliées. Sachant que les soviétiques s'en étaient entraînés probablement de capturer la ville en traversant la rivière Oder, il décida de placer une légère résistance sur les rives de la rivière et de fortifier les hauteurs de silos qui surplombaient la rivière Oder et de placer l'essentiel de ses défenses là-bas. Heinrichi disposait de près d'1 million d'hommes, composés d'unités d'entraînement, de la police et de manière inquiétante, même des membres de la jeunesse hitlérienne. Un problème majeur persistait cependant parmi ces différents groupes. Ils avaient très peu d'entraînement militaire. De plus, comparé à l'armée rouge, l'équipement allemand n'était pas du tout suffisant. Composé de plus de 10 000 tanks et de 3 300 avions, une grande partie de son équipement étant usée par les années de bataille précédentes. Ajoutant à tout cela le fait que les Allemands manquaient de carburant et de munitions d'artillerie et que leurs soldats avaient perdu le moral en raison d'opérations ratées, de salaires impayés et de mauvaises nouvelles de chez eux qui leur étaient livrées par courrier. La propagande diffusée par Joseph Goebbels promettait qu'une arme miracle allait bientôt arriver qui aiderait les Allemands à gagner contre les Alliés. Et les troupes continuèrent de se battre par peur de ce qui se passerait si Berlin était prise par les Soviétiques. La police militaire et les SS s'assuraient que quiconque tentait de désertion serait capturé, jugé par un tribunal militaire et tué, amenant de nombreux soldats à penser qu'il n'y avait tout simplement aucun moyen d'éviter le conflit. L'armée rouge faisait aussi face à des problèmes à ce moment-là. Bien qu'ils disposaient encore de grands nombres et qu'il n'y avait pas de pénurie de munitions, les troupes n'avaient pas grand-chose en termes de nourriture ou de pièces de rechange et une grande partie de leur transport et de leurs rations étaient fournies par les États-Unis. Pour compliquer encore les choses pour l'armée rouge, Heinrichi a fait en sorte que ses ingénieurs transforment la plaine inondable de l'Oder en marais en libérant de l'eau d'un réservoir en amont. Ils ont ensuite construit des fossés anti-chars, un système de tranchées et des bunkers pour aider à la défense allemande. Le 16 avril, le maréchal Georgi Zhukov a commencé la bataille en tirant des armes d'artillerie sur les Allemands stationnés à Siloheit, ce qui a suscité beaucoup de critiques de la part d'autres dirigeants militaires soviétiques. Un colonel général a observé, je cite, « Comme d'habitude, nous avons suivi le livre, et maintenant les Allemands connaissent aussi nos méthodes. Ils ont retiré leurs troupes à une distance de 8 km. Notre artillerie a touché tout sauf l'ennemi. » Cette erreur embarrassante pour les Soviétiques a empiré lorsqu'ils ont utilisé d'énormes projecteurs pour tenter d'aveugler les Allemands qui se défendaient. Cette tactique a cependant échoué et a finalement conduit les Allemands à cibler facilement les Soviétiques, utilisant leurs armes d'artillerie pour tirer sur les positions soviétiques grâce aux lumières vives qui les éclairaient. Quand les lumières étaient allumées, les Soviétiques étaient de bombarder, tuant de nombreux civils, dont les femmes qui s'occupèrent des lumières. Il semblait que tout allait bien pour les Allemands, ou du moins mieux que prévu, mais ils subissaient toujours de lourdes pertes. Un membre du 27e régiment parachutiste, Gerd Wagner, se souvient, je cite, « En quelques secondes, tous mes 10 camarades étaient de mort. » Un commandant SS a déclaré plus tard qu'il avait regardé à travers son périscope et avait vu « Le ciel de l'Est était en flammes ». Un autre soldat, un commandant de la 9e armée, a rapporté « Il continue
à nous attaquer en horde, vague après vague. Mes hommes se battent jusqu'à épuisement de leurs munitions. Ils sont anéantis ou complètement submergés. Le terrain boueux et marécageux entravait l'avancée des soviétiques. Au fil de la journée, les aviateurs soviétiques bombardaient leurs propres troupes après avoir vu les mauvais signaux lumineux. De même, les équipages d'artillerie bombardèrent les leurs et les médecins ne pouvaient pas travailler assez rapidement et n'étaient pas suffisamment équipés pour pouvoir soigner efficacement les blessés. Lors de son rapport à Staline, Zhukov a appris que ce dernier autoriserait Konev à se diriger vers sa position, probablement pour inciter le commandant à remporter une victoire. Notamment les Allemands qui ont combattu les Soviétiques sous la direction de Konev se souviennent que leur vision était obscurcie par un écran de fumée, le caporal Karl Pavlik déclarant, je cite, « Nous n'avions nulle part où nous cacher. L'air sifflait et explosait, nos pertes étaient inimaginables. » Ceux qui ont survécu se précipitaient dans les tranchées et les bunkers, essayant de se sauver. Nous étions sans voix de terreur. Fin de citation. Le combat contre les hommes de Konev n'était pas seulement macabre, mais aussi d'autant plus démoralisant pour les soldats allemands. Un autre soldat, un déserteur qui a été capturé, a déclaré, je cite, « La seule promesse que Hitler a tenue est celle qu'il a faite avant de prendre le pouvoir. Donnez-moi 10 ans et vous ne reconnaîtrez pas l'Allemagne. » Fin de citation. Il a fallu 4 jours aux Soviétiques pour percer la dernière ligne de défense allemande à Silo Heights, la bataille ayant entraîné la mort d'environ 30 000 Soviétiques et 12 000 Allemands. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs autres unités de l'armée rouge se sont dirigées vers Berlin depuis leur propre position, les Soviétiques finissant par séparer le groupe d'armée Vistule au nord du groupe d'armée Centre au sud. La bataille de Halbe a éclaté lorsque 2 groupes soviétiques ont attaqué la 9e armée allemande près de Francfort. Après la capture de Silo Heights, le leader soviétique Konev a continué en direction de Berlin. Hitler a d'abord ordonné aux unités de milice Volkssturm de Berlin de rallier la 9e armée pour former une nouvelle ligne de défense au sud. Mais la situation était désespérée, et les hommes et l'équipement avaient été dangereusement éparpillés. Seulement 10 bataillons ont rejoint la 9e armée. Alors que les nazis devenaient de plus en plus désespérés, le chef des jeunesses hitlériennes a proposé d'autres garçons pour combattre, tandis que la Gestapo exécutait des prisonniers politiques dans les prisons. La SS pourchassait les déserteurs et pendait leurs corps, tout en se préparant à fuir la zone eux-mêmes si les soviétiques envahissaient de la ville. À ce moment-là, Hitler s'était replié dans son bunker et le 20 avril, jour de son 56e anniversaire, les équipages d'artillerie soviétiques ont commencé à bombarder Berlin. Les civils vivant à l'intérieur des frontières de la ville étaient particulièrement rationnés, et comme l'eau, le gaz et l'électricité n'étaient pas disponibles, ils étaient à peine capables de cuisiner pour nourrir eux-mêmes et leurs familles. Les rues étaient presque vides pendant le bombardement incessant. Le jour même, Hitler a ordonné le lancement de l'opération Clausewitz. Ce code déclencherait la défense de Berlin par la Wehrmacht. Il a été fondé un peu plus d'1 mois plus tôt, en mars 1945, dans le document de 33 pages « Ordre de base pour les préparations à la défense de la capitale du Reich », qui comprenait 24 points tels que « La capitale du Reich sera défendue jusqu'au dernier homme et jusqu'à la dernière balle ». Lors de l'opération Clausewitz, les bureaux de la SS et de la Wehrmacht ont été évacués. Plusieurs établissements restés ouverts durant la guerre, tels le bureau des télégrammes, ont finalement fermé leurs portes. Le dernier message reçu venait de Tokyo et disait « Bonne chance à vous tous ». Pendant ce temps, la propagande diffusée par Joseph Goebbels exigeait que, je cite, « Aucun homme capable de porter des armes ne peut quitter Berlin », fin de citation, à moins qu'il n'ait un permis pour le faire, bien que les riches, y compris beaucoup, qui avaient bénéficié de l'ascension d'Hitler au pouvoir, aient commencé à fuir par peur. Le dernier avion a quitté l'aéroport de Tempelhof avec seulement 9 passagers en route pour Stockholm. Le général Helmut Weidling était le commandant de la zone de défense de Berlin et était en charge des troupes allemandes restantes, environ 45 000 hommes, bien qu'ils aient également été aidés par des officiers de police de Berlin, des enfants du programme de la jeunesse hitlérienne et la milice Volkssturm. Il est à noter que Weidling devait être exécuté sur ordre de Hitler avant que le Führer ne décide de le nommer commandant.
Weidling a divisé la ville et ses défenses en 8 secteurs différents, chacun dirigé par un commandant différent, et bien que beaucoup de ceux qui étaient en charge de ces secteurs n'aient pas eu d'expérience de combat précédente, les Allemands ont élaboré des tactiques utiles pour essayer d'éliminer leur ennemi, comme le déploiement de tireurs d'élite dans les immeubles d'appartements, puisque les canons des chars soviétiques ne pouvaient pas viser aussi haut. Ils ont également envoyé des troupes avec des armes anti-chars aux étages inférieurs afin qu'ils puissent tendre une embuscade aux véhicules blindés qui dévalaient les rues plates de la ville. Les Soviétiques ont d'abord avancé au milieu de ces mêmes rues, mais ont rapidement pris conscience des manœuvres allemandes et ont commencé à changer les leurs pour prendre l'avantage. Les chars ont commencé à avancer, mais en restant proches d'un côté, ce qui signifie que dans les zones plus larges, plusieurs chars pouvaient tirer en croix de chaque côté. Des mitraillettes ont également été montées sur le dessus des chars pour cibler les tireurs embusqués dans les grands bâtiments, tandis que des canons anti-aériens étaient également utilisés pour attaquer les troupes aux étages supérieurs. Pendant ce temps, les troupes à pied se sont retirées des rues et se sont déplacées entre les maisons, utilisant les toits et les greniers ainsi que les étages inférieurs et les sous-sols, détruisant les murs entre les bâtiments pour leur permettre de traverser sans craindre les attaques aériennes. Ils avaient appris de nombreuses tactiques de combat urbain après leur bataille à Stalingrad. Le premier front ukrainien dirigé par Konev, ainsi que le premier front biélorusse dirigé par Zhukov, ont percé les forces allemandes déclinantes pour encercler la ville, achevant cette tâche le 24 avril. Le jour suivant, le deuxième front biélorusse a combattu avec des soldats allemands qui faisaient le parti de la 3e armée Panzer et a continué à la fois vers l'ouest, où il rencontrerait des troupes britanniques, et vers le nord, en direction de la ville de Stralsund. Les Soviétiques ont pendant ce temps pris contact avec les troupes américaines à Togau sur la rivière Elbe, où Heinrichi et ses hommes tenaient toujours la rivière Oder, mais étaient incapables de continuer à le faire. Il a ordonné à ses hommes de battre en retraite rapidement, ce qui lui a valu d'être renvoyé par Hitler. Au moment où un commandant de remplacement a été trouvé, le groupe d'armée Vistule avait effectivement été dissous. Le 26 avril, l'armée rouge a avancé contre les troupes de Weidling à Berlin. Beaucoup des incendies dans la ville ont été éteints par un violent orage et les civils sont sortis dans les rues à la recherche de nourriture. La ville avait été plongée dans le chaos. Les civils affamés, privés de commodités et épuisés par la guerre, ont commencé à piller les grands magasins et les trains de marchandises pour trouver des provisions. Les magasins qui étaient encore ouverts vendèrent leurs produits à bas prix, sachant que les soldats soviétiques feraient leur propre pillage. La ville a été détruite par les bombardements. Les civils qui n'ont pu rien récupérer d'utile ont dû se résoudre à découper des chevaux morts dans la rue pour avoir de la viande. Les femmes et les filles ont été soumises à des agressions sexuelles brutales, souvent par plusieurs hommes, principalement de la part des soldats soviétiques suite à leur occupation de Berlin, bien qu'ils n'étaient pas les seuls, avec des troupes allemandes, américaines, françaises et britanniques, également accusées d'abus sexuels dans les décennies qui ont suivi. L'armée rouge est également signalée comme ayant été les pires auteurs de viols en temps de guerre en Europe, ayant commis des atrocités contre jusqu'à 2 millions de femmes et de filles. Plus tard dans la soirée du 26, Weidling aurait conseillé à Hitler de retirer leurs troupes de la ville afin d'éviter de nouvelles pertes de vie et une destruction à l'échelle de la ville, mais le Führer a refusé de suivre son conseil, déclarant, je cite, « Votre proposition est tout à fait correcte, mais quel est le but de tout cela ? Je n'ai aucune intention de me promener dans les bois. Je reste ici et je tomberai à la tête de mes troupes. Quant à vous, poursuivez avec la défense. » Fin de citation. Les Soviétiques espéraient une fin rapide de la bataille. En plus d'être globalement plus inexpérimentés, les combats constants dans la ville avaient conduit de nombreux hommes à s'épuiser et en conséquence, ils sont devenus plutôt négligents, ne parvenant pas à installer correctement les fusibles et à lancer incorrectement les grenades, se blessant au passage. Peut-être dans le but de mettre fin au conflit, l'armée rouge a commencé à répondre aux petites attaques des Allemands par de lourdes représailles, comme le bombardement d'un bâtiment entier après qu'un char soviétique ait été détruit. Alors que les troupes allemandes avaient autrefois été motivées par un mélange de propagande et de peur, avec un espoir que des renforts arriveraient bientôt grâce aux promesses vides de Joseph Goebbels, leur désir de continuer à se battre avait pratiquement disparu.
Karl Ritter von Alt, un leader du Volkssturm, une milice composée principalement de jeunes garçons et d'hommes âgés, a ordonné à ses hommes de rentrer chez eux lorsqu'ils ont reçu des munitions italiennes pour des armes allemandes. Se souvenant, je cite, « Les laisser rentrer chez eux était à peu près tout ce qu'il restait à faire. » C'était ça ou lancer des pierres aux Russes. Fin de citation. D'autres ont quitté la milice avant d'en avoir l'autorisation. Le jour suivant, le 27 avril, Goebbels continuait de répéter « Les miracles peuvent encore se produire ». Malgré la fin de la guerre qui se profilait, de nombreux dirigeants nazis continuaient à vivre dans une sorte d'ignorance béate, affirmant que tout espoir n'était pas encore perdu. Des dizaines d'hommes étaient fermement convaincus que les alliés occidentaux mettraient leur méfiance et leur aversion pour les soviétiques avant leur désir de mettre fin au régime nazi, et pensaient que lorsque les États-Unis arriveraient à Berlin, ils se retourneraient contre les soviétiques. Les troupes allemandes restantes étaient prêtes à défendre la citadelle au centre de la ville, qui contenait certains des bâtiments gouvernementaux les plus importants, tandis que les soviétiques avançaient à un rythme régulier vers eux. De retour dans le bunker d'Hitler, il a appris via une station de radio américaine que Heinrich Himmler négociait avec les Suédois la libération en toute sécurité des prisonniers dans les camps de concentration. Himmler, qui avait autrefois été le leader de la SS et est crédité comme l'un des principaux créateurs de l'Holocauste, avait à un moment été le plus proche confident de Hitler. Mais au printemps de 1945, leur relation s'était détériorée et Himmler cherchait à négocier un règlement de paix, sachant que la fin du Troisième Reich était proche. Bien qu'il ait juré sa loyauté à Hitler le jour de l'anniversaire du Führer, il avait prévu de quitter Berlin peu de temps après et avait demandé au diplomate suédois, le comte Volker Bernadotte, d'informer le général Dwight Eisenhower, le commandant suprême de la force expéditionnaire alliée, que l'Allemagne souhaitait se rendre aux alliés occidentaux plutôt qu'aux soviétiques. Hitler était furieux que Himmler agisse de son propre chef et considérait que Himmler l'avait gravement trahi, ordonnant par la suite son arrestation. Aux petites heures du matin du 29 avril, l'armée rouge a traversé le pont Moltke au centre de Berlin. Barricadé par les Allemands aux deux extrémités, le pont avait été détruit à l'explosif. Malgré les dommages subis, le pont était suffisamment intact pour permettre aux soviétiques et à leurs véhicules de le traverser en direction du Reichstag allemand tout proche. Vers 4 heures du matin, Hitler a signé son dernier testament et a épousé sa compagne de longue date, Eva Braun, lors d'une cérémonie simple en présence de Goebbels et Martin Bormann. Dans les heures suivantes, les soviétiques ont pris le quartier général de la Gestapo, mais une contre-attaque les a forcés à se retirer temporairement pendant que d'autres unités de l'armée rouge avançaient dans le Tiergarten. Le lendemain, les ponts environnants ont été réparés, permettant aux soviétiques d'apporter de l'artillerie lourde qu'ils ont utilisée pour attaquer le Reichstag. Cependant, leur plan a été entravé par les retranchements allemands et le soutien des armes anti-aériennes au loin. Les soviétiques ont persisté et sont finalement entrés dans le Reichstag qui n'avait pas été restauré depuis l'incendie en 1933. Au cours des heures suivantes, les troupes allemandes et soviétiques se sont affrontées alors que l'armée rouge tentait de dégager le bâtiment. Le même jour, Weidling a dit à Hitler que la défense allemande restante succomberait probablement cette nuit-là en raison d'un manque de munitions. L'après-midi du 30 avril, le Führer nazi Adolf Hitler s'est tiré une balle dans la tête, tandis que sa nouvelle épouse, Eva Braun, mordait dans une capsule de cyanure. Leurs corps ont été retrouvés peu de temps après le coup de feu et les restes du couple ont été incinérés dans le jardin derrière la chancellerie du Reich. Selon les dernières volontés de Hitler, l'amiral Karl Dornitz est devenu président du Reich et Goebbels le nouveau chancelier. Environ 10 000 soldats allemands étaient restés au centre de la ville et ils ont été soumis à des assauts de tous côtés. Les derniers chars Tigre allemands étaient positionnés à l'est du Tiergarten pour défendre contre la 3e armée de choc, tandis qu'une autre unité soviétique, la 8e armée de la garde, se déplaçait vers le sud, enfermant les Allemands dans une zone beaucoup plus petite et rendant une évasion beaucoup plus difficile. Aux petites heures du 1er mai, le général Hans Krebs, chef de l'état-major du haut commandement de l'armée allemande, a contacté les commandants de la 8e armée de la garde cherchant à se rendre suite à la disparition de Hitler. Cependant, le duo n'a pas pu s'entendre sur les termes car Krebs a déclaré qu'il ne pouvait pas accepter une reddition inconditionnelle en raison d'un manque d'autorisation. Pendant ce temps, Joseph Goebbels n'avait aucun intérêt à se rendre.
Lui et sa femme Magda ont tué leurs 6 enfants, puis ils se sont suicidés plus tard ce jour-là. C'est la mort de Goebbels qui a poussé Weidling à accepter une reddition inconditionnelle. Le 2 mai, le Reichstag a finalement été capturé par les soviétiques et une photo de 2 soldats de l'armée rouge plantant le drapeau soviétique sur le toit du bâtiment a été prise le jour suivant. L'élévation d'un drapeau soviétique sur le Reichstag est devenue l'une des images les plus reconnaissables de la Seconde Guerre mondiale et pendant des années, il y a eu du secret autour des hommes sur l'image ainsi que le photographe, que nous savons maintenant être Yevgeny Kalery, un officier de marine et photographe pour l'armée rouge soviétique. Pendant ce temps, Weidling et son personnel se sont rendus à 6 heures du matin le 2 mai, après quoi il a ordonné aux derniers soldats allemands de faire de même. 5 jours plus tard, le grand amiral Karl Dornitz a signé une reddition inconditionnelle formelle aux Alliés. Une grande partie de Berlin a été laissée en ruines absolues après la fin de la guerre, et pas seulement à cause de la destruction causée par les combats entre les 2 camps. En mars, Hitler avait signé le décret Nero lorsqu'il a reconnu que la fin du Troisième Reich se rapprochait. Bien que ces hommes aient tenté de le persuader de reconsidérer le décret et de l'encourager à faire tout son possible pour assurer la survie du peuple allemand. Hitler avait signé le document de toute façon, déclarant apparemment, je cite, « Il n'est pas nécessaire de se soucier des besoins élémentaires de survie du peuple allemand. » Fin de citation. Le document, nommé d'après l'empereur Romain Néron, stipulait qu'il ne fallait rien laisser derrière qui pourrait aider les forces alliées dans leur lutte contre l'Allemagne nazie. A déclaré, je cite, « La lutte de notre nation pour son existence nous oblige à utiliser tous les moyens pour infliger des dommages durables à la force de frappe de l'ennemi. » Fin de citation. Le décret Néron a par la suite déclaré que tous les chemins de fer, les ponts, les lignes de communication, les quais, les services publics, les usines et les mines devaient être détruits. Tout ce qui impliquait des capacités de production, de communication et de transport devait être détruit afin qu'ils ne puissent pas être utilisés par les soviétiques ou l'une des forces alliées. Les réserves de nourriture et les pompes à essence de la ville ont été détruites. Environ un quart des stations de métro ont été inondées, noyant les Berlinois réfugiés sous terre. Les SS ont été envoyés pour effectuer cette destruction, mais des citoyens rebelles ont réussi à empêcher certaines des démolitions, sauvant la centrale électrique de Klingenberg et les travaux hydrauliques de Johannisdal, ainsi que plusieurs autres installations. Finalement, l'un des principaux hommes d'Hitler, Albert Speer, est intervenu car il était préoccupé par l'avenir du pays. Il a convaincu Hitler d'autoriser uniquement Speer à superviser l'application du décret Nero. Malgré que Hitler connaissait les buts de Speer, il a cédé. Les habitants de Berlin ont fait face à certaines des conditions les plus difficiles de la guerre, beaucoup accrochant des drapeaux blancs à leurs fenêtres dans une tentative d'éviter la violence et dans un appel désespéré pour que l'horrible façon dont ils vivaient prenne fin. Cependant, cet acte de reddition civile était à la fois risqué et inefficace. D'une part, les civils risquaient d'être abattus par les SS pour s'être rendus, tandis que d'autre part, les soldats soviétiques ne prêtaient aucune attention à leurs appels à l'aide et les ignoraient souvent en fait. Le viol et le pillage étaient de monnaie courante lorsque l'armée rouge a pris d'assaut la ville. Les rapports d'hôpitaux et l'augmentation des taux d'avortement après la fin de la guerre indiquaient qu'au moins 100 000 femmes avaient été violées à Berlin. 10 000 de ces femmes mourant par la suite à cause du suicide, d'avortements ratés ou d'être tuées par leurs partenaires ou membres de leur famille, tandis que le nombre de décès de femmes et de filles en lien avec les viols en Allemagne est estimé à 240 000. Malgré la ville en ruine, les soviétiques ont commencé à restaurer les services essentiels. Les dégâts semblaient incommensurables, les transports étaient inopérants et les réserves d'eau avaient été contaminées par les eaux usées, mais malgré tout, les civils allemands ont été mis à contribution pour commencer le processus de nettoyage des rues de Berlin. Les citoyens affamés ont reçu de la nourriture via des soupes populaires, mais la violence persistait. Les soviétiques y sont ensuite entrés dans les maisons et ont arrêté toute personne en uniforme, même celles qui n'étaient pas liées aux nazis, comme les pompiers et les cheminots. Et le viol et le pillage qui avaient persisté tout au long de la bataille ont continué, généralement par des soviétiques qui étaient en rôle de soutien plutôt qu'en position de combat. Nikolai Berzarin, un général de corps d'armée de l'armée rouge,
a introduit des sanctions pour les troupes prises en flagrant délit de vol et d'abus sexuels dans le but de freiner leur comportement. Un soldat russe anonyme a expliqué à ceux qui étaient restés chez eux exactement pourquoi ils commettaient de tels crimes horribles, écrivant en 1945 « Nous prenons notre revanche pour tout, et notre revanche est juste. Pour le feu, du sang pour le sang, la mort pour la mort. » D'autres écrivains et historiens ont donné l'explication que l'accès à l'alcool avait été un grand contributeur, tout comme la culture de pénurie au sein de l'Union soviétique qui a vu les troupes simplement prendre ce qu'elles voulaient pour s'enrichir. Et l'historien Martin K. A. Morgan a écrit que l'absence de bordel de campagne dans l'armée rouge et la profonde répression sexuelle sans cesse promue par l'État soviétique stalinien avaient également contribué à la raison pour laquelle les troupes soviétiques auraient pu commettre de telles actions abominables. La vengeance seule, a-t-il observé, n'était pas suffisante étant donné que de nombreux Européens sont tombés victimes des Soviétiques, pas seulement les Allemands. Des dizaines de problèmes ont tourmenté non seulement l'Allemagne, mais le monde entier après la chute de l'Allemagne nazie. La famine, le sans-abrisme, la maladie et un manque d'infrastructures de base étaient d'énormes problèmes qui devaient être résolus avant que le monde puisse revenir à une certaine normalité. Des millions de personnes ont été déplacées, les ressources étaient rares, et de nombreuses industries ont été effectivement anéanties en raison de la nature destructrice de la guerre. De plus, les forces alliées ont dû faire face à Staline, qui, après avoir aidé à abattre un fasciste, menaçait d'exploiter les États vulnérables dans lesquels la plupart des pays européens avaient été laissés, conduisant finalement à des conflits et déclenchant la guerre froide. Bien que la bataille ait mis fin au conflit le plus sanglant en Europe, elle a eu un coût. Les données modernes montrent également qu'environ 81 116 soviétiques sont morts pendant l'opération, tandis que 280 251 autres ont été blessés ou sont tombés malades. Les Allemands, quant à eux, estiment leur nombre de morts entre 92 000 et 100 000, en plus de 125 000 morts civiles, tandis que plus de 200 000 ont été blessés et 486 000 soldats ont été capturés. En tout, la guerre a coûté la vie à plus de 70 millions de personnes. Très peu de pays ont échappé à la dévastation qu'elle a apportée. L'historien Anthony Beaver notant cependant, je cite, « Il n'y a pas de famille en Union soviétique, en Pologne ou en Allemagne où ils n'ont pas perdu au moins un proche parent. » En Grande-Bretagne, la souffrance était réelle mais incomparable à l'ampleur de celle en Europe centrale.